Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Malheureusement aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de guerre au niveau de l'Europe de l'Est, où un conflit armé oppose l'Ukraine à la Russie. Cependant, il est aussi le théâtre d'un nouveau genre de guerre, la guerre cybernétique. Pour mieux nous en parler, nous recevons Rim Riouche, experte en communication et en géopolitique digitale. Merci de me recevoir. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir cette guerre digitale ou guerre cybernétique? Alors, pour commencer, j'ai vraiment envie d'abord de souligner que cette cyberguerre ou cette guerre de la toile, c'est un bouleversement de la guerre moderne. On est passé sur un nouveau terrain qui est celui de la toile. Et pour définir cette cyberguerre, il y a, on va dire, une sorte d'absence de législation en la matière. Donc, on ne va pas dire qu'il y a un consensus sur le sujet. Pourtant, on peut quand même dire que la cyberguerre est peut-être définie comme une cyberattaque ou une série d'attaques qui visent un pays donné. Elle peut causer donc des ravages dans des infrastructures gouvernementales ou civiles et perturber les systèmes essentiels aux nations et entraîner donc des dommages pour l'État. Il faut savoir quand même que la cyberguerre implique généralement qu'un État-nation perpètre des cyberattaques contre un autre État. Mais dans certains cas, les attaques sont menées par des organisations indépendantes, qu'elles soient terroristes ou pas. Tout cela dépend des intérêts de ces groupes. Il existe plusieurs exemples de cyberguerres présumées dans l'histoire, qu'elles soient lointaines ou récentes. Nous pourrons revenir sur ce sujet plus tard. Mais il n'existe pas de définition universelle et formelle de la manière dont une cyberattaque peut constituer un acte de guerre. Le statut, on va dire, juridique de ce nouveau domaine est encore flou, car il n'existe pas de droit international qui régisse l'utilisation des cyberarmes. Bien sûr, toutefois, cela ne signifie pas que la cyberguerre n'est pas abordée par la loi. Il y a donc le Cooperative Cyber Defense Center of Excellence qui a publié le manuel de Tallinn, qui est plus ou moins connu. C'est un manuel qui traite des cybermenaces en détail et qui explique comment ces cyberattaques violent le droit international et comment aussi les pays peuvent répondre à ces violations. D'accord, vous nous avez parlé de ces attaques qui peuvent atteindre des institutions, des organismes qui sont essentiels au fonctionnement d'un pays. Est-ce que vous pouvez un peu plus détailler, en tout cas, les enjeux de cette guerre et quel impact peut-elle avoir sur un pays donné? D'abord, il y a plusieurs types d'attaques dans une cyberguerre. Donc, selon le type d'attaque, nous allons évaluer les effets ou les dommages causés. Donc, il y a des attaques qui peuvent être répertoriées selon une classification plus ou moins classique. Il y a l'espionnage, donc qui fait référence à la surveillance d'autres pays pour voler des secrets d'État. Dans cet espionnage, on a recours à l'utilisation des botnets ou des attaques de phishing. C'est plus ou moins connu. Donc, pour compromettre des systèmes informatiques qui sont sensibles et afin d'en exfiltrer des informations importantes. À côté de l'espionnage, nous avons aussi le sabotage. En général, ce sont des personnes hostiles ou des terroristes, tout simplement, qui peuvent voler des informations, les détruire ou les exploiter des menaces internes et justement créer une affiliation avec l'attaquant. Il y a aussi donc les attaques par déni de service, donc des DOS, c'est plus ou moins attaquer tout simplement en floudant. Alors le flood, c'est inonder de fausses demandes et en forçant le site web à traiter ces demandes. Justement, donc en traitant ces fausses demandes, le site web n'arrive pas à traiter les vraies demandes. Et ce type d'attaque peut être utilisé pour perturber les opérations et les systèmes critiques et bloquer justement l'accès au site web par les civils, le personnel militaire, etc., et de sécurité ou des organismes tout simplement nationaux.
Ce genre d'attaque arrive de manière propagée parce que c'est une attaque qui est facile à utiliser et justement, ça cause beaucoup de dommages. Vous avez parlé brièvement justement de cette défense. Si on est connecté à Internet, si on est dans un réseau qui est de plus en plus mondialisé, est-ce que nous sommes finalement condamnés à subir ces attaques? Alors, c'est une très bonne question. Justement, beaucoup de nations se préparent à ce genre d'attaque. Il n'est pas la question de réagir sans être préparé. Et finalement, en fait, la meilleure façon d'évaluer l'état de préparation d'une nation à la cyberguerre est de réaliser des exercices de simulation en situation réelle. Ces exercices sont également appelés cyber war game ou en français des cyberjeux et permettent de tester la manière dont des gouvernements et des organisations privées aussi qui subissent aussi ce genre d'attaque réagissent à un scénario donc de cyberguerre. Et ça va permettre, in fine, de mettre en évidence les lacunes des défenses de ces organisations ou de ces gouvernements et aussi d'améliorer la coopération entre les entités. Et plus important encore, un cyberjeu peut aider les défenseurs à apprendre comment agir rapidement pour protéger les infrastructures critiques et donc diminuer les conséquences graves sur le moyen et long terme. Malheureusement, nous sommes à l'heure d'un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Justement, est-ce que ce conflit incorpore cette dimension cybernétique? Alors, bien entendu, on a tendance à voir un peu que la partie submergée de l'iceberg. On regarde les chars, on regarde les armes, etc. Mais si cette partie-là de l'offensive est très visible, il y a aussi des actions qui peuvent être plus discrètes et qui se déroulent actuellement et qui sont qui s'inscrivent dans la bataille dans le cyber. Euh, on sait que la Russie mène une guerre hybride et le champ informationnel est pour le pays un champ de bataille. Donc oui, effectivement, il y a des doutes, on va dire, sur comment se déroule réellement cette guerre. Alors juste avant le déclenchement des hostilités, des opérations de cyberguerre ont été observées contre l'Ukraine. Il y a eu des attaques des DOS, comme j'ai expliqué tout à l'heure de quoi ça s'agissait, donc des attaques par déni de services distribués, pour submerger les serveurs ciblés par un afflux trop massif de connexions et donc empêcher les requêtes légitimes d'être traitées. Et une attaque de ce genre a été vue, a été relevée le 23 février, la veille euh, de l'assaut russe. Euh, Conséquence, des sites gouvernementaux ont été inaccessibles. Des ministères de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, etc., mais aussi des banques et d'autres sites gérés par les autorités ukrainiennes ont connu et ont relevé ces attaques. Les interruptions n'ont pas duré plus que quelques heures, mais quand même, elles semblent avoir servi à préparer un peu le terrain, comme je disais tout à l'heure, et à affaiblir l'appareil d'État ukrainien. Dans la foulée, un logiciel malveillant a aussi été détecté d'ailleurs, avec une particularité de pouvoir effacer des données d'un ordinateur sur lequel il est positionné, appelé Wiper. Donc, au final, on voit que c'est indéniable que la guerre est aussi dans le cyber. Bien entendu, on peut certainement faire remarquer qu'il est difficile d'affirmer avec certitude de qui fait quoi dans le cyber. D'abord parce que les attaquants ont tendance à avancer masqués et aussi parce qu'on ne peut pas déterminer avec certitude les intérêts de ces attaques. Les opérations sous fausse bannière sont une réalité et on peut bien sûr imaginer un scénario dans lequel un pays tiers chercherait à se faire passer pour la Russie pour lancer ses propres cyberattaques.
et pas seulement un pays tiers, une organisation terroriste ou qui a d'autres intérêts et qui veut donc profiter de cette situation. Il est d'ailleurs possible d'imiter la signature russe, entre guillemets, quand on analyse les codes de ces attaques, il y a, on va dire, certaines choses qui peuvent indiquer que ce sont des Russes, donc soit en passant par des adresses IP russes, etc., ou en impliquant, on va dire, des lettres dans le code source. Bon, c'est ça, c'est un jargon très technique, on ne va pas rentrer en détail dans ce sujet, mais il est effectivement possible d'adopter une identité qui n'est pas forcément correcte pour incriminer donc un autre pays. Merci beaucoup, Rim Riouf, pour tous ces éclairages. Merci à vous de m'avoir reçu.